l'Alliance Fleuve Congo, AFCM 23, tient à apporter un éclairage juridique et factuel sur les accusations et les allégations récemment portées à son encontre par des organisations internationales travaillant habituellement dans le suivi des questions des droits humains, parmi lesquelles Amnesty International, Human Rights Watch, MONUSCO et certaines institutions internationales et gouvernementales qui soutiennent injustement le régime défaillant de Kinshasa. Et nous allons présenter la vérité. Nous ne voulons pas bloquer le processus de paix. Nous sommes pour la paix et nous savons que le temps de la justice viendra. Nous ne poserons pas cela comme condition à droit. Mais nous aimerions qu'à un certain moment, lorsque le temps de la justice viendra, que M. Tshisekedi soit tenu responsable des faits qu'il aura commis. Et de ce fait, si c'est nous qui prenons le pouvoir demain, je vous assure, nous traduirons M. Tshisekedi en justice. Ils amènent des forces spéciales qui présentent comme des forces spéciales venues fraîchement de la formation en Israël. On les fait porter des casques, également des gilets pare-balles. Et on les déploie sur la ligne de front. Et lorsqu'un militaire sait qu'il est porteur de casques et de gilets pare-balles, eh bien, il sait qu'il est protégé, il prend beaucoup de risques. Après, lorsqu'il est face à nos soldats, une balle est tirée et ça trouve le casque, ça entre dans la tête. Ça trouve les gilets pare-balles, ça entre dans le corps. Et lorsque nos soldats se retrouvent devant des cadavres, eh bien, ils essaient de voir un peu pourquoi ce soldat est mort alors qu'on lui a tiré sur l'antiballe. Et ils trouvent que l'antiballe est en plastique. Je pense que ces gens de fait, M. Tshisekedi doit répondre. Et nous, je peux vous rassurer, si nous prenons le pouvoir, nous ferons répondre M. Tshisekedi de ces gens de fait. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite aturiye ibadodera amadorari zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce jour est un grand jour, un jour particulier qui va marquer l'histoire de notre pays. Et je veux dire, un jour où pour des rares fois, des commissions d'enquête qui ont été initiées dans ce pays rendent compte des conclusions des enquêtes qui ont été menées. Deuxièmement, un jour rare, parce que c'est un jour pendant lequel nous allons démontrer à la face du monde que nous avons toujours été victimes du
colportage, de la manipulation et de la mauvaise foi des organisations qui s'appellent des défenses des droits de l'homme, qui s'appellent Nations Unies, qui ont toujours élaboré des rapports qui sont fondés sur de la propagande, qui sont fondés sur de la calomnie, qui sont fondés sur de la mauvaise foi. Nous allons le démontrer dans le rapport que nous avons élaboré, qui va revenir sur des faits, rien que des faits, et pas des interprétations des faits. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ce qui nous accompagne. À ma gauche, comme me l'a demandé, l'orateur du jour me l'a demandé, il y a mon collègue Freddy Kaniki, qui est coordonnateur adjoint du mouvement, chargé des questions mobilisation, parce que la mobilisation a toujours été oubliée, des questions de mobilisation, des questions financières et des questions économiques. À ma droite, le secrétaire permanent du mouvement, que vous connaissez, Delion Kimbulumpu, qui est l'un des secrétaires permanents, parce que nous en avons deux. L'autre est à Doha, il s'appelle Benjamin Bonipa. Et ensuite, nous avons notre point focal en matière de communication, qui s'appelle Laurence Kanyuka, qui a toujours l'habitude d'être au contact avec vous. L'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, tient à apporter un éclairage juridique et factuel sur les accusations et les allégations récemment portées à son encontre par des organisations internationales travaillant habituellement dans le suivi des questions des droits humains, parmi lesquelles Amnesty International, Human Rights Watch, MONUSCO et certaines institutions internationales et gouvernementales qui soutiennent injustement le régime défaillant de Kinshasa. Ces allégations qui ne reposent sur aucun fondement juridique probant et aucune preuve portent atteinte à l'image de notre organisation, décrédibilisent les institutions accusatrices et violent tous les principes d'équité, de professionnalisme et même de respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo, ainsi que par des institutions juridiques internationaux, des instruments juridiques internationaux auxquels le pays est partie. Le mouvement Alliance Fleuve Congo est une révolution constitutionnelle trouvant son fondement dans les articles 64, alinéa 1er et 66 de la Constitution qui dispose, respectivement, j'ouvre les guillemets, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution, je ferme les guillemets, et j'ouvre encore les guillemets, tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses citoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque. Il a en outre le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale régulièrement lorsque celle-ci est menacée, je ferme le guillemets. À cet effet, dans le respect du caractère sacré de la vie humaine, elle est engagée dans la défense des aspirations légitimes du peuple congolais, agit dans le strict respect des normes constitutionnelles et des principes démocratiques. Toute tentative de criminalisation de son action, sans preuve tangible,
constitue une violation des droits politiques et des libertés fondamentales consacrées par la Constitution et les lois de la République. Dès lors, nous appelons à un débat fondé sur des éléments vérifiables et à une analyse impartiale des faits afin d'éviter toute instrumentalisation du droit à des fins de disqualification politique. Nous souhaitons apporter des précisions factuelles et juridiques afin de dissiper toute ambiguïté. Notre méthodologie de vérification des faits a consisté à collecter des données, les analyser ou les analyses documentaires, également la triangulation des sources et l'expertise médicale. Voilà, mesdames et messieurs, le travail que nous allons vous présenter tout à l'heure et je vais insister sur le fait que nous avons tout fait pour éviter la polémique. Nous sommes entrés dans les faits, nous avons confronté les faits, nous avons relevé les contradictions au sein des propos de l'accusateur, nous les avons confrontés aux faits et nous avons laissé parler les faits, tout simplement, sans engager la polémique, sans entrer dans les intentions à prêter à celui-ci ou à celui-là. Nous sommes restés dans les faits et nous voulons que ces faits soient respectés par tous ceux qui ont élaboré des rapports contre nous. Je vais demander à notre secrétaire permanent, le camarade Elion Kimbunupu, pour qu'il nous présente l'économie du rapport que nous avons élaboré. Congo, la FM23 a entrepris l'établissement d'une administration territoriale dans les zones libérées afin de garantir la continuité des services publics et le bon fonctionnement des institutions locales. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à assurer la stabilité, la sécurité, la réconciliation, le vivre ensemble et la protection des populations conformément aux impératifs de gouvernance et d'ordre public. Dès lors, la mise en place d'une administration fonctionnelle dans les territoires sous l'autorité de l'AFC M23 répond à une nécessité impérieuse d'assurer la gestion effective des entités administratives et de prévenir toute vacance institutionnelle susceptible de compromettre la paix et la stabilité dans ces régions. Par ailleurs, l'article 3 de la Constitution garantit le droit des entités locales à s'organiser sur les plans administratifs et politiques, ce qui conforte la légitimité des mesures prises pour structurer et encadrer la gestion de ces territoires. En l'absence d'une administration effective de l'État central dans ces zones, l'AFC M23 agit dans l'intérêt général en instaurant un cadre institutionnel permettant de maintenir la cohésion sociale, de garantir la sécurité des citoyens et d'assurer la prestation des services essentiels. Ainsi, la structuration administrative des territoires sous l'administration de l'AFC M23 ne constitue ni une remise en cause des principes constitutionnels, ni une atteinte à l'unité nationale, mais répond à une exigence de gouvernance pragmatique visant à préserver l'ordre public et le bien-être des populations locales. Nous allons maintenant passer au chapitre sur les droits humains. En 2 mois de gestion des 2 villes susmentionnées, c'est-à-dire
la ville de Goma et la ville de Bukavu. L'AFC M23 a été victime d'intox et d'infox, de fausses allégations, d'accusations gratuites, de la propagande nocive du régime de Kinshasa et de manipulation intempestive de la population par les ennemis de la paix. L'équipe d'enquêteurs a recensé 9 cas d'allégations mensongères, qui sont bilan des morts déclarés suite aux affrontements dans la ville de Goma. 2. Attaque des hôpitaux et d'autres structures médicales. 3. Recrutement forcé au profit de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. 4. Prétendu retour forcé des déplacés de guerre. 5. Incendie et évasion à la prison centrale de Muzenze. 6. Biens des particuliers disparus suite à la libération de Goma et de Bukavu. 7. Prétendu 406 corps ramassés au sud Kivu. 8. Prétendue exécution d'enfants à Bukavu. Et 9. Enfin, attentat terroriste de Bukavu. En ce qui concerne le bilan des morts déclarés suite aux affrontements dans la ville de Goma, nous avons produit un tableau récapitulatif contradictoire que vous avez d'ailleurs en projection. En parcourant ce tableau, vous vous rendrez compte que l'AFC M23 révèle, après analyse critique, plusieurs incohérences dans les chiffres si haut avancés. Nous sommes sur le tableau des bilans des morts. De la disparité des sources, l'OMS avait initialement rapporté un bilan de 700 morts et 2800 blessés selon les informations captées le 31 janvier 2025 sur la chaîne de télévision TV5. La même organisation OMS, au cours de sa conférence de presse au siège de l'ONU à New York, le 3 février 2025, avait retenu un bilan de 787 morts et 3000 blessés. Enfin, M. Patrick Mouyaya, porte-parole du régime de Kinshasa, avait quant à lui avancé un chiffre de 700 morts et 3000 blessés, ce qui est différent de celui qui sera communiqué par la suite par son collègue Roger Kamba, ministre de la Santé, en date du 13 février 2025, avec un bilan de 3000 morts et 4260 blessés. De l'incohérence arithmétique, le même ministre de la Santé, Roger Kamba, a déclaré un bilan de 3000 morts, dont 458 étaient déjà enterrés et 939 corps conservés dans les morgues de la ville. Dans l'hypothèse où ce qu'il dit serait vrai, la sommation de ces chiffres donnerait plutôt un bilan de 1397 morts. Étonnant tout de même de constater que 2 membres d'un même gouvernement avancent des chiffres contradictoires autour d'un même sujet. Nous avons pris soin de pouvoir inventorier tout ce que nous avons comme hôpitaux disposant d'un dispositif d'accueil de morgue. Et à Goma, nous avons répertorié 6 morgues. La première est de Sebekandosho avec capacité de 6 corps. Deuxième morgue, hôpital provincial de Nord Kivu, 250 corps. Charité maternelle, 10. Hôpital militaire de Katindo, 110. Hôpital de Keshero, 9. CBK Virunga, 6. CBK Virunga, 6. Donc, pour un total de 391 corps possibles à être conservés dans la ville. Ceci démontre qu'il y a eu exagération dans les chiffres avancés par les uns et les autres. Les 6 hôpitaux de Goma disposant donc de morgues ont une capacité d'accueil limitée, ce qui ne correspond pas au nombre des corps allégués. Du profil des morts, les données prélevées indiquent que les corps retrouvés appartenaient à des combattants
D'une part, de la coalition des forces du régime de Kinshasa, FARDC, FDLR et Ouazalendo, et d'autre part, aux combattants de l'armée révolutionnaire congolaise, en tout cas les nôtres aussi, ARC, et non des civils. Bilan documenté. Le bilan reconnu par l'Alliance Fleuve Congo, en dehors des blessés, est de 874 morts, qui sont tous des combattants. Ce chiffre est corroboré par des données du service de protection civile et les registres hospitaliers. Les différents corps sans vie ramassés dans la ville de Goma par les volontaires de la Croix-Rouge étaient constitués des éléments de l'ARC, comme je l'ai dit, des éléments de la coalition de Kinshasa, FARDC, Ouazalendo et FDLR, et voilà donc les deux composantes. Toutefois, nous relevons que ces corps, parmi ces corps, il y avait également des corps longtemps conservés et abandonnés par le régime de Kinshasa, qui ont été trouvés dans la morgue de l'hôpital militaire de Katindo. Et ces corps avaient été enterrés à la même occasion par souci d'assainissement et de prévention des épidémies. Selon les données prélevées par les experts de la sous-commission, allégations, accusations et abus de la FCM23 en collaboration avec les services de protection civile, la division provinciale de la santé, le CICR et la Croix-Rouge de la RD Congo, un nombre total de 874 corps a été donc enterré en toute dignité dans les tranchées individuelles entre le 2 et le 13 février 2025, répartis comme suit. Nous avons donc un tableau des enterrements. Le 2 février 2025, 18 corps ont été enterrés au cimetière de Litige et ces corps provenaient de l'hôpital militaire de Katindo. Le 3 février 2025, 78 corps ont été enterrés au cimetière de Litige qui provenaient de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Le 4 février 2025, 57 corps ont été enterrés au cimetière de Litige et ces corps provenaient également de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Au 5 février 2025, 27 corps ont été enterrés à Litige et ils provenaient de Kieshero. Le 6 février 2025, 153 corps enterrés au même endroit à Litige et ces corps provenaient du port de Goma et de l'hôpital Charité maternelle. Le 7 février 2025, 104 corps étaient enterrés en provenance de l'hôpital provincial de Nord Kivu et de l'hôpital militaire de Katindo. Le 8 février 2025, 63 corps enterrés, ils provenaient de l'aéroport et de la prison centrale de Muzenze. Le 9 février 2025, 58 corps enterrés qui provenaient de l'aéroport. Le 10 février 2025, 112 corps enterrés provenaient également de l'aéroport et de Muzenze, la prison centrale de Goma. Le 11 février 2025, il n'y a pas eu enterrement. Le 12 février 2025, il y a eu enterrement de 65 corps qui provenaient de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Et le 13 février 2025, enfin, 139 corps ont été enterrés à Litige en provenance de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Le total fait 874 corps enterrés, en toute transparence et avec la collaboration de tous les intervenants dans le domaine. Données relatives à la gestion des dépouilles mortelles. Donc, il y a un récapitulatif que vous allez retrouver dans le document qui sera partagé. Nous avons eu des acteurs impliqués, c'était d'abord les experts dans la collecte des données et les vérifications faites. Nous avions des experts de la FCM23, nous avions le service de protection civile, nous avions la division provinciale de la santé, nous avions la Croix-Rouge de la RDC et le CICR. La procédure consistait à la localisation des corps dans la ville, l'identification des cadavres,
le ramassage et la collecte, le conditionnement des morts, l'inhumation en toute dignité dans des tranchées individuelles. Facteurs contextuels, plusieurs éléments permettent de comprendre l'écart entre les chiffres annoncés et la réalité. Nous avons noté une instrumentalisation politique partant de l'implication et la surestimation des pertes en vies humaines qui ont servi des objectifs politiques visant à discréditer l'AFC M23 et à justifier tant de sanctions extérieures que des condamnations intempestives. Nous avons noté également une guerre informationnelle partant des déclarations incendiaires de certaines personnalités du régime de Kinshasa avec une surmédiatisation acharnée contre la FCM23, notamment le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, M. Romuald Ekou Kalipopo, qui avait déclaré en date du 25 janvier 2025, peu de temps avant les affrontements, que la ville de Goma sera un cimetière. Des déclarations qui ont créé un climat propice à la désinformation. Nous avons noté également une confusion entretenue par le régime de Kinshasa qui avait délibérément refusé de reconnaître la chute de la ville de Goma, alors que les autorités provinciales et les commandants des grandes unités des FARDC avaient déjà fui, créant ainsi un vide administratif et de commandement favorable au chaos. Nous avons noté également un appel irresponsable à la résistance. Les autorités de Kinshasa ont distribué des armes à des civils sans formation, y compris aux enfants, mineurs, tout en les invitant à la résistance contre les Congolais qu'ils ont abusivement qualifiés d'étrangers, contribuant ainsi à l'escalade des violences et au pillage dans la ville. Conclusion. Le bilan de 3000 morts avancé par le régime de Kinshasa et les institutions internationales apparaît comme un montage orchestré dans le cadre d'une campagne de diabolisation de la FCM23. Les données vérifiées et vérifiables confirment un bilan humain significativement inférieur, comme y est revenu Myriam Favier, chef de la sous-délégation CICR Goma, dans son interview accordée à RFI en date du 31 mars 2025, parlant de 900 morts documentés. Il s'agit principalement des combattants armés et non des civils innocents exécutés systématiquement comme initialement allégué. Cette manipulation des chiffres s'inscrit dans une stratégie plus large visant à occulter les problèmes de mauvaise gouvernance et les causes profondes à l'origine de la révolution constitutionnelle portée par l'AFC M23. Deuxième allégation, on a insinué qu'il y aurait eu attaque des hôpitaux et autres structures médicales dans la ville de Goma. Nous avons un tableau qui vous présente la situation des contradictions sur les différentes allégations autour de ce sujet. L'AFC M23 a été alertée par le personnel médical de quelques hôpitaux de Goma au sujet de la présence de certains malades guéris, mais qui refusaient de quitter les hôpitaux concernés, notamment Il Africa et Sebekandosho. Plusieurs faux malades se faisaient accompagner de 3 à 4 gardes malades non autrement identifiés. Certains faux malades échappaient à la vigilance du personnel médical pour opérer dans la ville et revenir après leur forfait. Après investigation par nos services de sécurité, il a été certifié la présence d'éléments hostiles dans certains hôpitaux et structures médicales de la place. Il a été donc décidé, conformément aux prescrits du droit international humanitaire, d'une intervention en vue d'extirper la menace. 131 éléments de la coalition gouvernementale ont été extraits des 2 hôpitaux. 14 armes à feu ainsi qu'un engin explosif militaire ont été découverts et récupérés sous les lieux. Aucun acte de violence n'a été signalé durant cette intervention
et parmi les éléments appréhendés figuraient quelques soldats des FARDC échappés des bases de la MONUSCO. Notre position. L'AFC M23 réaffirme son engagement au respect du droit international humanitaire, tout en informant l'opinion qu'elle ne ménagera aucun effort pour traquer toutes les forces négatives partout où elles se cachent et perpétuent l'insécurité contre les populations et menacent même la sûreté publique. Il est invraisemblable de parler d'une attaque armée dirigée contre des structures médicales connues sans qu'il n'y ait eu de coup de feu entendu ou signalé sous les lieux. L'intervention menée avait pour objectif de rétablir l'ordre public et la sécurité pour les malades et les institutions sanitaires et occupées de force par un commando dont les éléments étaient déguisés en malades, sciemment présentés comme des patients du reste encombrants. Comment peut-on parler d'enlèvement alors que ces militaires FARDC, miliciens Ouazalendo et éléments FDLR ont été interpellés au vu et au su de tous pour leurs activités subversives au sein des formations sanitaires précitées. Il avait été rapporté que toutes les nuits, ces faux malades sortaient de leurs cachettes, hôpitaux, pour semer l'insécurité et la désolation dans la ville. Troisième allégation, prétendu recrutement forcé dans l'armée révolutionnaire congolaise. Plusieurs institutions et organisations internationales ont accusé faussement la FCM23 de procéder à des recrutements forcés des écoliers, des étudiants et autres. En date du 18 février 2025, l'opinion tant nationale qu'internationale a été choquée par des vidéos devenues virales sur la toile alertant sur un prétendu recrutement forcé des écoliers par nos troupes, créant ainsi la panique dans certaines écoles de la ville de Goma. Venus à la rescousse des enfants en détresse, l'arrivée de nos troupes de l'AFCM 23 a été interprétée à tort comme l'aboutissement de cette intox. Après investigation menée sur les lieux, il a été découvert que cette propagation de faux bruits était un scénario monté de toutes pièces par un groupe de jeunes enseignants, soudoyés par des turiféraires du régime de Kinshasa, dans le but de ternir l'image de notre organisation. En conclusion, l'AFCM 23 organise un recrutement sur base du principe de volontariat dans le strict respect de son code de bonne conduite, des lois de la République, de la Constitution et des instruments juridiques internationaux, notamment le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, etc. Le processus de ce recrutement s'organise de la manière suivante. Appel public de manière transparente des catégories concernées en insistant sur leur âge et leur état de santé. Depuis Bunagana, Rutshuru, Masisi, Lubero, Goma et Bukavu, plusieurs soldats des FARDC se sont rendus à l'armée révolutionnaire congolaise. À ce jour, notre organisation est débordée par des demandes d'adhésion en vue du recrutement des jeunes dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, y compris dans les provinces non encore libérées. L'AFCM 23 n'a jamais recouru à la force dans son programme de recrutement. Les 5 écoles concernées par les fausses alertes, Institut Rutoboko, Institut Keshero, Complexe scolaire Kami, Institut Mouzizi et Complexe scolaire Massoudi, sur 872 écoles que compte la ville de Goma, ces écoles n'ont jamais confirmé un quelconque recrutement de leurs élèves. Il s'est agi de pures rumeurs tendant à perturber le bon fonctionnement des écoles dans le territoire libéré par l'AFCM 23 et jeter un discrédit sur notre révolution.
Quatrième allégation, prétendu retour forcé des déplacés de guerre. Comme vous le verrez dans le tableau, des milliers de personnes déplacées de guerre étaient retenues contre leur gré dans des camps de déplacés. Les camps de déplacés étaient habités par des personnes venues des territoires de Rutshuru, Masisi, Kalehe, Walikale et certains opportunistes de Goma. Les camps de déplacés étaient envahis par des militaires, des miliciens et même des génocidaires armés qui violaient les femmes, tuaient les déplacés et perpétraient des exactions de tout genre. En maintes reprises, les FARDC avaient bombardé des sites de déplacés. Les FARDC avaient installé leur artillerie lourde en plein camp des déplacés, attaquant continuellement les positions de l'AFC pour pousser ses forces à répliquer et pour provoquer des dégâts humains dans le but de susciter des condamnations internationales. Dans les camps vivaient aussi des habitants opportunistes de la ville de Goma ayant abandonné leur toit dans la quête, les uns de l'assistance humanitaire, les autres pour divers mobiles, business, criminalité organisée, alcoolisme ou prostitution. Le régime de Kinshasa avait transformé les milliers de déplacés en boucliers humains. Certains humanitaires avaient fait de ces camps également un véritable business. Les troupes de la FCM23 ont dû user d'une sagesse tactique louable en retardant les opérations avant de contourner les différents sites pour éviter le bain de sang. Les troupes ARC ont évité toute confrontation avec la coalition gouvernementale autour et à l'intérieur des camps. Après la libération de la ville de Goma, les déplacés de guerre ont décidé d'eux-mêmes de retourner dans leur milieu de provenance. Certains humanitaires ont tenté de reconstituer des camps en incitant, par des promesses d'assistance, certains déplacés à revenir dans des centres collectifs. Après le retour volontaire des déplacés, tous les hommes armés qui avaient investi les camps se sont volatilisés. Nous avons recueilli plusieurs témoignages documentés qui attestent de cette réalité du retour volontaire des déplacés dans leur village et milieu de provenance. Dans le cas d'espèce, ces accusations contre l'AFC ne reflètent aucunement la vérité, ni les réalités du terrain du fait de leur nature mensongère et dont les auteurs peinent d'apporter des preuves. Il est plus qu'impérieux de clarifier ces faits sur base de la règle 132 du droit international humanitaire, identifiée dans l'étude du CICR sur le DIH coutumier, initialement publiée par Cambridge University Press en 2005, qui prévoit que les personnes déplacées ont droit de regagner volontairement et dans la sécurité leur foyer ou leur lieu de résidence habituel dès que les causes de leur déplacement ont cessé d'exister. Eu égard à ce qui précède, ces allégations dénuées de tout fondement et c'est du pur mensonge monté de toutes pièces pour ternir l'image de la FCM23 qui pourtant respecte les droits fondamentaux de l'homme et le droit international humanitaire. Cinquième allégation, incendie et évasion à la prison centrale de Muzenze. Les faits et témoignages collectés démontrent que le drame survenu à la prison centrale de Muzenze au matin du lundi 27 janvier 2025 à 9 h s'est déroulé avant l'arrivée des troupes de la FCM23 sur les lieux tard dans la soirée. Les investigations font état de réalités ci-après. 1. Le processus d'évasion avait commencé quelques jours avant l'entrée des forces de la FCM23 dans la ville. 2.
Au vu de l'avancée des forces de la FC M23, l'administration pénitentiaire avait initié un monnayage d'évasion individuelle contre un montant évalué entre 50 et 100 000 francs congolais par détenu. 3. Les prisonniers les plus démunis se voyant sacrifiés et en proie au désespoir ont déclenché un incendie dans la prison pour forcer leur libération immédiate. 4. Le feu s'est propagé alors que les gardiens de la prison avaient fui avec les clés de quelques cellules. 5. Malheureusement, les portes des cellules où étaient logées les femmes étant fermées, plusieurs d'entre elles ont été atteintes par le feu, périssant ainsi avec leurs enfants. 6. Après leur sortie de prison, plusieurs détenus en cavale s'étaient dirigés au palais de justice de Kieshero, où ils ont vandalisé et pillé tous les bureaux. 7. Notre organisation n'a pas été capable d'en établir le bilan réel. Cependant, le constat fait après le drame, avec la collaboration des organismes impliqués dans la prise en charge des détenus, fait état de plusieurs corps calcinés. Les circonstances qui avaient entouré cet incendie, notamment son déclenchement interne par les détenus et la fuite des gardiens, mettent en évidence des défaillances graves de l'administration pénitentiaire sous la responsabilité directe du régime de Kinshasa, et il est clair que cette tragédie ne saurait être imputée à l'AFC M23. En conclusion, l'administration pénitentiaire placée sous la tutelle du ministère de la Justice du régime de Kinshasa, avec l'appui du CICR et de l'OMS, avait une obligation légale de prendre des mesures nécessaires, de sécuriser les installations, le cas échéant, de prévenir les évasions et de protéger les détenus contre tout abus ou violence, y compris ceux perpétrés par eux-mêmes. En l'espèce, cette administration a manifestement failli à ses responsabilités fondamentales, entraînant des conséquences logistiques, des conséquences tragiques. Ce contexte démontre le dysfonctionnement systémique au sein même de l'administration pénitentiaire sous le régime de Kinshasa. Pour rappel, les événements survenus le 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala à Kinshasa, où plus de 2000 détenus ont été massacrés et plusieurs prisonniers victimes de violences sexuelles, illustrent un schéma récurrent de violations graves des droits humains et des obligations légales défaillantes de l'État en matière de gestion pénitentiaire. 6e allégation. Bien des particuliers disparus dans la ville ou dans les villes de Goma et de Bukavu. Contrairement à Bukavu, la ville de Goma a été libérée après combat entre les forces de l'ARC et celles de la coalition du régime de Kinshasa, afin de mettre fin aux cruautés de toute nature que cette dernière coalition faisait subir à la population. C'était aussi pour éliminer la menace à la source, stopper les pillages avant et pendant la fuite de l'ennemi, sécuriser la population traumatisée suite aux exactions de tous ordres lui infligées par le régime de Kinshasa, préserver les banques et autres institutions financières du pillage planifié par les dignitaires du régime de Kinshasa, mettre fin à la discrimination, la stigmatisation, la chasse à l'homme instaurée par le régime vis-à-vis de certaines catégories de citoyens. Enfin, stabiliser les activités socio-économiques. Dans la foulée, les forces de l'ARC ont capturé une importante logistique de guerre de l'ennemi. Véhicules militaires, armes et munitions de guerre, chars de combat, hélicoptères et avions de chasse. Dès la libération, un plan de contingence a été mis en place par la FC M23 pour la stabilisation rapide de la situation. Une équipe dénommée Commission Allégations et ou Abus enregistrée avant, pendant et après les affrontements a été immédiatement mise sur pied dans l'objectif de répertorier tous les cas de véhicules, maisons ou autres biens emportés et occupés
par des inconnus pendant les affrontements entre les forces de l'AFC M23 et la coalition du régime de Kinshasa. Il a été constaté, plusieurs personnes ont accaparé des biens des organismes, des établissements publics, des entreprises publiques ou privées qui les employaient, les falsifiant les identifiants, plaques, couleurs, numéros châssis, etc. D'autres personnes, débitrices, se sont vues extorquer leurs biens par les créanciers dans un environnement où la justice n'était plus fonctionnelle. Plusieurs cas semblables de règlement des comptes et d'exécution extrajudiciaire ont été enregistrés pendant cette même période. Pendant ce temps, les commissions mises en place par le secrétariat permanent de la FM23 avaient reçu ordre de réquisitionner les véhicules de l'État opérationnel et les utiliser pour faciliter la reprise des activités. Il en est de même des bâtiments et résidences appartenant à l'État qui ont été mis à la disposition des structures de l'Alliance. L'une des commissions a été spécifiquement chargée d'évaluer et identifier tous les cas de dérapage signalés. Après vérification au cas par cas, plus de 70% des biens dûment identifiés ont été remis à leurs véritables propriétaires. À cet effet, plusieurs témoignages et messages de remerciement ont été adressés aux autorités de l'AFC. En conclusion, les allégations telles que présentées ont été exagérées. Des responsabilités ont été dégagées quant aux rares cas de dérapage qui, du reste, ont été sévèrement sanctionnés. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le régime de Kinshasa a encore amplifié les faits en confondant intentionnellement l'acte de réquisition avec extorsion ou pillage des biens des particuliers dans un but purement propagandiste. Septième allégation, des prétendus 406 corps ramassés au sud Kivu. En date du 18 mars 2025, sur les antennes de la radio France Internationale RFI, Christian Roumou, chargé de campagne d'Amnesty International pour la région des Grands Lacs, avait accordé une interview où il s'appuyait sur la source d'information de la Croix-Rouge de la RD Congo, faisant état d'une allégation selon laquelle 406 corps sans vie auraient été ramassés dans la période du 17 février au 13 mars 2025 dans la province du Sud Kivu, parmi lesquels 110 civils. Le même activiste a affirmé qu'il y a eu 43 autres corps à Bukavu, parmi lesquels 29 civils. Dans les zones libérées et sous administration de l'AFC M23, tous les mécanismes sont mis en place pour assurer la protection de la population civile face aux exactions et massacres perpétrés par la coalition gouvernementale FARDC, Wazalendo, FDLR, armée burundaise, etc. L'AFC M23 se dit non surprise par les déclarations de M. Roumou Christian, dont les allégations, souvent non vérifiées, exigent plus de lucidité avant leur exploitation et prise en charge. Les investigations menées par l'AFC M23 indiquent que les 406 corps sont imaginaires. Le bilan fait état de 18 corps confirmés par le procès verbal de la Croix-Rouge RDC Sud Kivu. Le chiffre avancé par Amnesty International avec comme source la Croix-Rouge a été catégoriquement démenti par la Croix-Rouge elle-même. Bien plus, le chiffre prétendument relayé à travers son communiqué du 20 mars 2025, la Croix-Rouge RDC Sud Kivu, par le biais de son secrétaire provincial, John Kashinzwe Kibekenge, avait rejeté cette allégation, fixant à son tour l'opinion tant nationale qu'internationale que ces données de 406 corps ramassés dans la province du Sud Kivu entre le 17 février et le 13 mars 2025, du reste relayées par plusieurs médias, ne viennent pas de son organisation. Nous avons pris soin d'annexer dans ce document le communiqué de la Croix-Rouge. L'AFC M23 rejette donc totalement ces contre-vérités dont le seul objectif était de saboter
et de jeter l'opprobre sur la révolution. 8e allégation, prétendue exécution d'enfants mineurs à Bukavu. Les forces de la RC étaient positionnées à Kavumu, vous vous rappellerez, une trentaine de kilomètres de Bukavu, sans aucune intention de progresser dans la ville. L'AFC M23 venait donc de décréter un cessez-le-feu unilatéral. Curieusement, alors que nous étions informés de la fuite des forces de la coalition du régime de Kinshasa de la ville de Bukavu, un escadron des Wazalendo y avait fait irruption, perturbant gravement la quiétude des habitants. Ces inciviques s'étaient permis, entre autres, de distribuer des armes aux civils, y compris aux enfants. Ils se sont également permis de lancer des appels à l'extermination de certains citoyens pour leur appartenance ethnique et sur base de leur faciès. Ils ont tiré des coups de feu pour terroriser les habitants de Bukavu. Ces actes étant constitutifs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et violant ainsi le cessez-le-feu, avait obligé la M23 d'intervenir pour stopper cette barbarie. En conclusion, la ville de Bukavu a été libérée en date du 16 février 2025 sans combat. Et donc, aucun enfant mineur n'a été tué par les forces de l'ARC. L'humanité tout entière a suivi et vécu à travers des réseaux sociaux les différents spectacles de maniement de fusils automatiques par des enfants mineurs à Bukavu. Il est donc aberrant de constater que les organisations de défense des droits humains ont tenté d'attribuer à l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 les 2 cas de décès des mineurs, alors que ceux-ci ont été soigneusement inventoriés et suivis par les organisations spécialisées. Voilà donc, nous avons pris soin d'illustrer cela par la photo des mineurs qui étaient armés par le régime de Kinshasa avant notre arrivée à Bukavu. 9e allégation. Attentat terroriste de Bukavu. Dans les jours précédant ce crime, alors que la population se préparait à un rassemblement populaire, le régime de Kinshasa et ses forces coalisées ont inondé les réseaux sociaux et les communications locales de menaces explicites. De nombreux audios et messages diffusés via WhatsApp et d'autres plateformes attestent de cette préméditation. Des membres des services de renseignement et des forces militaires du régime de Kinshasa ont averti la population de l'imminence d'un massacre. Ils ont incité les habitants à rédiger leur testament s'ils comptaient assister au rassemblement. Ces menaces s'accompagnaient d'une propagande hostile à l'AFC M23 visant à justifier les atrocités à venir. À ce jour, ces enregistrements restent disponibles, prouvant que cette attaque n'était pas un acte spontané, mais une opération méthodiquement planifiée. Face à la libération de Bukavu par les forces de la AFC M23, le régime de Kinshasa, ayant perdu la bataille pour la 1e fois, a tenté une récupération politique en orchestrant un bain de sang contre des civils innocents. Le 24 février 2025, les services de la AFC M23 ont été informés de l'intention de Kinshasa de saboter le rassemblement que l'organisation prévoyait pour la date du 27 février 2025. L'objectif de l'attentat était de mener des opérations kamikazes visant à tuer les autorités de l'AFC présentes sur les lieux du meeting et occasionner ainsi une riposte de son armée afin d'orchestrer le maximum de morts en plastiquant la station de carburant à l'aide des explosifs afin de prouver par l'absurde la vulnérabilité sécuritaire de l'Alliance. Les équipements militaires de la logistique
burundaise. Voir la photo, nous avons des photos qui illustrent cela, et le financement du gouvernement de Kinshasa ont été mis à la disposition du sieur Albert Kahasha Murula, dit Foka Mike, afin de garantir le succès de la dite opération. Sieur Roland, évadé de la prison, en concertation avec d'autres criminels recrutés pour l'opération, a été mis à contribution sous la supervision du précité Foka Mike, afin, avec consigne d'opérer au moment de la prise de la parole du coordonnateur de l'AFC, M. Corneille Nanga. En date du 26 février 2025, à la veille du rassemblement, une vidéo de M. Yves en cavale a été publiée proférant ouvertement des menaces envers la population qui sera tentée de participer au meeting prévu. Au regard du dispositif déployé lors du meeting, l'opération kamikaze ainsi planifiée n'a pas pu être exécutée dans les termes prévus. C'est alors que des grenades ont été lancées au sein de la population amassée à la place de l'Indépendance pour suivre le meeting, causant 17 morts et 72 blessés. En conclusion, cette attaque contre les civils démontre que le régime de Kinshasa ne se distingue en rien d'un groupe terroriste. Il instrumentalise la violence et la peur pour maintenir son pouvoir illégitime, mobilisant ses forces armées et ses services de renseignement pour massacrer le peuple congolais. L'AFC M23 considère la dite attaque comme un acte terroriste. Même mener une attaque criminelle de cette nature contre une population civile rassemblée à un site comme la place de l'Indépendance constitue un crime contre l'humanité. L'AFC M23 a constitué un dossier à charge de M. Félix Tshisekedi et une plainte sera déposée auprès de toutes les instances nationales et internationales pour cette fin. Ce crime a été orchestré avec la complicité et sous la direction du régime criminel de Kinshasa. Cet acte barbare n'est pas un événement isolé, il s'inscrit dans une stratégie de terreur et d'oppression systématique menée par le régime de Kinshasa contre le peuple congolais. Malheureusement, le même régime de Kinshasa qui a été à l'origine de l'attentat s'est permis, dans un cynisme inouï, d'en attribuer la responsabilité à notre organisation. Il est tout de même préoccupant d'observer le silence coupable des organisations internationales de défense des droits humains face aux différents crimes à l'actif du régime de Kinshasa. Ainsi prend fin la page des allégations. Nous passons à quelques cas de violation de droits humains par le régime de Kinshasa. Au-delà de toutes les accusations mensongères relayées par les différents acteurs du régime de Kinshasa et autres organisations internationales évoquées supra, il convient tout de même de relever que bon nombre d'actes sont commis au quotidien par le régime de Kinshasa, violant intentionnellement les droits humains et qui méritent une attention particulière de la part de la communauté internationale. À ce chapitre, citons à titre illustratif la coupure d'eau, de l'électricité et de la connexion Internet. Le régime de Kinshasa a coupé l'eau, l'électricité et la connexion Internet pour punir les habitants de Goma. Ce fait, loin de demeurer une simple violation de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui garantit les droits à l'information, à l'accès à l'eau et à l'énergie électrique en ses articles 24 et 48, est qualifié comme de crime contre l'humanité, car il a mis en danger des millions de vies humaines des Congolais. Heureusement, la l'AFC M23, soucieuse du bien-être de sa population, au droit de laquelle la révolution constitutionnelle est menée, s'est employée dès la libération de la ville de Goma au rétablissement de l'électricité, de l'eau et de l'Internet en 24 heures. La fermeture de banques
Daté de l'entrée de l'AFC M23 dans les villes de Goma et de Bukavu, il est constaté avec regret la suspension des services bancaires dont l'ensemble de la population était bénéficiaire. Cette situation constitue, jusqu'à ce jour, une entrave manifeste aux droits constitutionnels, à la protection de la propriété privée, dès lors que les Congolais du Nord Kivu et du Sud Kivu se trouvent dans l'impossibilité d'accéder à leurs avoirs, pourtant placés sous la garantie des établissements bancaires. De plus, la non-réouverture des banques est perçue comme une sanction injustifiée à l'égard des agents économiques, alors même qu'ils ne sont en rien responsables de la situation. Cette paralysie impacte lourdement l'activité économique et compromet la stabilité financière de nombreux opérateurs. Face à cette entrave, et avant d'engager des procédures judiciaires nécessaires à la préservation des droits des citoyens, il est impératif de favoriser la reprise des services bancaires ou, à défaut, la restitution des fonds détenus par ces institutions au préjudice des ayants droit. Face à la fermeture arbitraire des institutions bancaires par le régime de Kinshasa dans les zones sous administration de la AFC M23, le mouvement a pris la responsabilité d'instaurer un système bancaire fonctionnel à travers la CADECO, afin de garantir la continuité des transactions économiques et de préserver l'accès des populations à leurs ressources financières ainsi bloquées. Cette initiative s'inscrit dans le respect des droits économiques et sociaux fondamentaux tels que consacrés par l'article 58 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose « Tout Congolais a droit à un développement économique et à la protection de ses intérêts. » Le blocage du système bancaire imposé par le régime de Kinshasa constitue une entrave grave aux droits fondamentaux des citoyens, comme on l'a dit, notamment le droit de propriété et de leur liberté d'entreprendre, principe également protégé par l'article 17 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que l'article 1er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans un contexte où le régime de Kinshasa se soustrait à son obligation de garantir les conditions minimales de vie économique, l'instauration des mécanismes bancaires alternatifs devient une nécessité impérieuse pour éviter l'effondrement du tissu socio-économique et assurer la protection des droits économiques des citoyens. Ainsi, la remise en service de la CADECO ne constitue pas seulement une réponse pragmatique aux restrictions criminelles imposées par le régime de Kinshasa, mais également une mesure conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité en droit visant à garantir la survie économique des populations concernées. Sabotage des activités scolaires et académiques par intoxication médiatique chronique. Le régime de Kinshasa orchestre plusieurs types d'intox et d'infox pour déstabiliser les populations congolaises des espaces libérés. Il y a privation injustifiée des salaires aux enseignants, incitation des responsables des établissements scolaires à la révolte, panique organisée dans les écoles et universités afin de perturber tout déroulement normal des activités, financement prouvé d'actes de déstabilisation des espaces libérés. Menaces et terreur à l'endroit des hommes d'affaires et des fonctionnaires de l'État des territoires libérés. Plusieurs opérateurs économiques du Nord Kivu et du Sud Kivu avaient été sommés de quitter les villes de Goma et de Bukavu sous prétexte qu'ils seraient la cible de l'AFC M23. Ces actes de menaces et de terreur qui prennent l'allure d'un chantage d'État s'expriment par la mise en congé technique des agents et fonctionnaires de l'État, la menace d'expropriation de leurs biens dans le territoire non encore libéré et la confiscation et privation des salaires. Nous avons également inventorié quelques actes coupables de balkanisation du pays par le régime de Kinshasa.
En date du 28 février 2025, M. Paul Kayembenguindou, directeur provincial de la Direction générale de douane et accises, DGDA au Nord Kivu, qui siège actuellement à Beni, avait signé la note numéro 003, barre DGDA, barre DP, barre NK, barre SDAF, barre IRHEL, barre 2025, adressée au sous-directeur territorial de Beni en des termes que voici. À dater de ce jour, le régime douanier de réimportation en l'état des marchandises émanant des bureaux situés dans les parties des territoires occupés par l'armée rwandaise est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, toutes les marchandises en provenance de Goma-Ville, Goma-Aéro, Bunagana et Ishasha sont considérées comme une nouvelle importation et doivent être traitées comme telles dans le strict respect des textes légaux et règlements régissant la douane. Cette mesure irresponsable et antipatriotique comporte des conséquences ci-après. Violation de l'article 1er, alinéa 1er de la Constitution qui dispose « La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 60, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. » 2. Imposition illégale d'un nouveau régime de tarification sur les marchandises en provenance et en direction des zones sous l'administration de la FCM 23, désormais obligés de se conformer aux droits et taxes d'importation comme s'ils venaient de l'étranger. 3. Les villes de Goma, Bunagana et Ishasha sont désormais considérées comme faisant partie d'un autre pays. Le même régime de Kinshasa a pris une mesure discriminatoire en date du 31 mars 2025, excluant une partie des agents de la fonction publique accusés à tort d'allégeance à la FCM 23 par le seul fait de s'être retrouvés en territoire libéré. La note circulaire numéro 01, barre ES, barre 116, barre CAB, barre GPNK, barre 2025, du 31 mars 2025 portant mise en congé technique des agents des services publics de la province du Nord Kivu, non encore présents à Beni, frappe notamment tous les cadres et agents des services publics de la province du Nord Kivu, non encore présents à Beni, et qui sont mis en congé technique pour cause de force majeure. Les obligations réciproques des travailleurs et de l'employeur qui sont suspendues. En conséquence, ces agents des services publics de l'État ont été privés de leurs salaires, droits sociaux et autres avantages en violation de l'article 36 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose « Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. » Fin de citation. L'AFCM 23 considère ces actes séparatistes d'exclusion et d'amputation d'une partie du territoire national par le régime de Kinshasa de faits constitutifs d'infraction de haute trahison. Autre violation par Kinshasa, c'est le sabotage des infrastructures nationales sur le territoire libéré. Le régime de Kinshasa s'est résolu de procéder à la destruction systématique de certaines infrastructures critiques du pays pour tenter de stopper l'avancée des troupes de l'AFCM 23. Outre le sabotage des réseaux d'eau et d'électricité dans la ville de Goma, il convient de citer notamment le pillage et la destruction de la tour de contrôle de l'aéroport de Goma, la pose des mines antipersonnelles dans toutes les concessions aéroportuaires de Goma, la destruction de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Goma, le bombardement de l'aérodrome de Kigoma à Walikale,
le bombardement du pont Loa à Walikale. Ainsi, nous passons au chapitre 4e sur l'attitude coupable de la communauté internationale. Premièrement, toutes les violations des droits humains perpétrées par le régime de Kinshasa n'ont jamais été ni dénoncées ni condamnées par la communauté internationale. Les bombardements des camps des déplacés, le massacre de 151 fidèles de l'église messianique Ouazalendo à Goma en date du 30 août 2023, les tueries et massacres perpétrés à Goma et ses environs, les massacres de la prison centrale de Makala, les tueries de Kilwa à Puerto, en Luilou, dans le Kolwezi, le massacre des militants de l'UNAFEC à Lubumbashi. Deuxièmement, plusieurs cas d'assassinat politique ont été enregistrés en RDC. Nous avons cité quelques-uns. Les généraux Delphin Kaimbi et Timothée Mukutu, le juge Yanye, l'honorable chérubin Okende Senga, le gouverneur Peter Chirimwami, Kuba. Troisièmement, il a également été noté plusieurs cas d'arrestation et de détention arbitraire et viols envers les détenus de sexe féminin et masculin sans distinction. Les députés Mike Mukebai, Jean-Marc Akabound, Seth Kikouni, Salomon Kalonda, Ludovic Kalengai, Martin Bonyoma, Henri Maji Walifetu, Emmanuel Kamanzi, Georgette Aroya Mokobe, Jacqueline Dalla, Igor Moudeb, Daniel Safou, Edouard Mwangachuchu, les généraux Philémon Yav et Djadjidja, etc. La liste est très longue. Tous ces cas n'ont jamais attiré l'attention d'une quelconque institution internationale, fût-elle de défense des droits humains. Quatrièmement, des actes graves de cannibalisme sur certaines personnalités ciblées pour leur faciès ou leur appartenance ethnique ont été célébrés à Goma par le régime de Kinshasa sans la moindre interpellation des institutions ou organisations de défense des droits humains. Cinquièmement, en outre, une centaine de personnalités appartenant à la communauté rwandophone, traitées à tort de membres de la FCM23, ont été soit arrêtés, soit contraints à l'exil. Sixièmement, des éléments de FARDC, Ouazalendo de FDLR, ont été installés dans des camps de déplacés où ils ont commis des exactions graves, sans la moindre interpellation de la communauté internationale. Septièmement, des Congolais étaient abattus, fusillés et assassinés toutes les semaines dans la ville de Goma, sans avoir jamais ému ni la MONUSCO, ni les organismes de défense des droits humains, encore moins le groupe d'experts de l'ONU. À notre grande déception, toutes ces cruautés ont été simplement ignorées. Huitièmement, tous les rapports du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC ont été intentionnellement mal orientés, mal rédigés et leurs conclusions sciemment accusatrices à l'endroit de l'AFC 123. Selon des informations recueillies auprès de diverses sources, les rapports du groupe d'experts des Nations Unies en RDC sont généralement bâclés, regorgent de faits imaginaires, d'informations fallacieuses, de preuves fabriquées, de toutes pièces visant à ternir l'image de notre organisation et à influencer des réunions subséquentes du Conseil de sécurité. Il est à noter 1. La décision controversée du Conseil de sécurité de soutenir la coalition des forces du régime de Kinshasa, qui n'a fait qu'encourager ce groupe d'experts à persister dans la falsification de l'histoire. 2. Ces forces de la coalition du régime de Kinshasa, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a soutenu, ont commis des massacres et l'épuration ethnique dans le Nord Kivu, tué des Congolais en Ituri et à Minembwe, sans oublier le massacre des terroristes des ADF qui se déroule sous le silence
de la communauté internationale, frisant la complicité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait plutôt enquêter minutieusement sur les carnages de Goma perpétrés par la garde présidentielle le 30 août 2023. Les villages brûlés dans le Massissi, le gros bétail massacré, la propagation des discours de haine dans toutes les institutions en RDC, les arrestations des journalistes et des compatriotes qui s'inquiètent de la mauvaise gouvernance du régime de Kinshasa, ainsi que les disparitions forcées de nos compatriotes. Conclusion générale, enfin. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 rejette avec fermeté les accusations infondées portées à son encontre et dénonce la campagne de désinformation menée contre elle par le régime de Kinshasa et certains acteurs internationaux. Elle réaffirme son attachement indéfectible aux principes de justice, de démocratie et de respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution de la République démocratique du Congo ainsi que par les instruments juridiques internationaux. La FCM 23 invite l'opinion nationale et internationale à constater le caractère biaisé et cacophonique des incriminations mises à sa charge, qui ne sont en réalité que de viles affabulations et péroraisons sans fondement. La FCM 23 demeure engagée dans la défense des aspirations légitimes du peuple congolais et dans la quête d'une paix durable fondée sur la justice, le vivre ensemble, la gouvernance responsable et le respect des droits de tous les citoyens. Elle exhorte la communauté internationale à adopter une posture objective et équilibrée, à privilégier le dialogue et la médiation pour une résolution pacifique et juste de la crise endémique, en résolvant les causes profondes qui n'ont que tant duré en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Demander aux membres de la commission et des allégations, accusations et droits de l'homme de se lever chacun avec sa chaise et de se mettre ici devant sur l'esplanade ici. Je m'appelle William Chapabin et je suis aussi membre de la commission. Je suis Maître Anselme Kitumaini, membre de la commission. Je suis Maître Alidio Makitsa, membre de la commission. Je suis le docteur Bruno Rachel, membre de la commission. Je suis Maître Douti Kaideli, membre de la commission. Kimanouka Alex, membre de la commission. Je suis Maître Mukisa Kipassima, membre de la commission. Je m'appelle Jean Déduc Lima, je suis juriste de formation et chercheur en droits humains, membre de la commission. Je m'appelle Jean-Paul Chaka, avocat et membre de la commission. Je m'appelle Kaïtaba Chantal, conseillère du gouverneur de la province. Je suis membre de la commission. Madame Paloukou, membre de la commission. Des allégations ou des accusations contre nous, que désormais nous ferons un travail professionnel et nous démontrerons que leurs allégations, si elles ne sont pas fondées, qu'elles ne visent qu'à discréditer notre organisation. C'est-à-dire que lorsque vous voulez formuler des allégations, des accusations contre nous, vous devez suffisamment les documenter parce que nous allons les passer au script pour voir si réellement elles sont fondées. Nous ne vous demandons pas de ne pas faire des allégations contre nous parce qu'au fait, lorsque vous le faites, elles nous aident également à nous mirer et à nous améliorer. Mais rassurez-vous que ce que vous faites contre nous, que les faits réellement existent et peuvent être documentés. Parce que lorsque vous le faites de la manière la plus juste,
vous nous aidez au fait à nous améliorer également. Mais lorsque vous le faites tout simplement pour jeter du discrédit sur nous, eh bien nous réagirons. Et finalement, c'est vous qui serez discrédités. Vous avez démontré ici que la plupart ou toutes ces allégations qui ont été fondées, qui ont été formulées contre nous, étaient non fondées. Et que de ce fait, elles ne visaient qu'à nous discréditer. Mais par contre, nous avons constaté que le gouvernement de Kinshasa était traité comme un enfant gâté qui tient un couteau dans la main droite et du pain dans la main gauche devant un public, et il peut massacrer tout celui qui veut sous le silence du public, sous le silence de ceux qui se font passer pour des juges du monde et qui n'en veulent qu'au pain de l'enfant. Parce que l'enfant détient le pain, alors il peut tuer tout le monde qui veut, parce que tout simplement on veut arriver à lui prendre le pain entre les mains. Nous refusons de continuer à assister à ce babysitting du régime de Kinshasa par la communauté internationale. Nous voulons que nous soyons traités, que le Congolais, partout il est, qu'il soit du M23, AFC ou AFC M23, ou qu'il soit du régime de Kinshasa, qu'il soit traité de manière équitable, de manière égale. Lorsque nous commettons un crime, que cela soit dénoncé, mais que lorsque également la partie gouvernementale commet un crime, que cela soit également dénoncé et condamné, et que chacun assume ses responsabilités. Je remets la parole au modérateur pour la séance de questions-réponses. S'adresse à la commission. Lors de l'exposé, il a été donné un bilan officiel reconnu par l'AFC 123, mais le profil de personnes mortes a été décrit comme celui uniquement des combattants, alors qu'il y a des faits qui ont allégué qu'il y a des civils qui ont été tués, soit par balles perdues ou pris dans les affrontements. Pourquoi la commission ne s'est pas attelée à enquêter sur ces profils? Merci. Je m'adresse particulièrement au CORDA. Le rapport ainsi sorti, vous êtes en dialogue à Doha. Est-ce une des conditions que vous avez posées, l'arrestation ou la traduction de Félix Tshisekedi devant la justice internationale? Nous allons commencer par la question de Fiston Mahamba de l'État. Qui demande pourquoi, pourquoi la commission n'a pas enquêté sur les morts civiles, parce qu'il estime qu'il y en a eu. Et comme je vous ai dit, nous avons fait un travail qui est fondé sur des faits. Et je crois que justement, ce que nous avons démontré, ce sont les morts qu'il y a eu. Nous n'avons pas voulu en inventer d'autres. Et ces morts, comme on vous a dit, la plupart d'entre eux, plus de 90% des morts, c'est des morts militaires ou des personnes porteurs d'armes. Et les chiffres qui étaient donnés des civils morts étaient démentis par les faits. Parce que tous ces morts, on les présentait comme des civils qui sont tombés sur les champs de bataille. Enfin, pas sur les champs de bataille, parce qu'ils n'étaient pas sur les champs de bataille, mais qui auraient été tués volontairement par notre organisation. C'est cela qui était présenté. C'est comme ça que certaines organisations, avec le régime de Kinshasa, avaient présenté les faits. Que nous avons tué, certains parlaient de 3000 morts, 3000 citoyens tués. Il y a d'autres qui parlaient de 9000 citoyens tués. Il y a d'autres qui en parlaient autant. Eh bien, si vous connaissez, vous,
comme journaliste, parce que vous savez, vous faites également un travail d'investigation, vous allez au contact des faits. Nous ne voulons pas engager la polémique sur des faits qui n'existaient pas. Nous avons engagé des enquêtes sur des faits qui existent. Et nous sommes allés les présenter. Et c'est ce que nous avons présenté ici. Alors si vous connaissez d'autres civils qui n'ont pas été identifiés ici et qui sont morts lors des combats et qui ont été tués par notre armée, présentez-les. Dites-les nous. Nous allons enquêter là-dessus et nous allons présenter la vérité. Nous n'avons pas peur d'accusations, parce que les accusations nous permettent, comme je l'ai dit, de nous mirer, de nous évaluer, de voir ce que nous faisons mal et de voir ce que nous faisons bien et de voir comment nous améliorer. Donc nous n'avons pas peur des faits, des morts civils qui auraient été causés par notre armée. Mais vous allez constater une chose ici. Même lorsqu'on présente les morts lors d'un combat, on ne dit pas que ces personnes sont mortes parce que tout simplement il y a une balle perdue qui les a attrapées, si jamais il y a eu un civil mort. On dit tué par les M23, tué par l'AFC, tué par les soldats de l'armée révolutionnaire congolaise. C'est comme ça. Donc déjà, avant d'avoir fait une enquête, lorsqu'on avance une telle allégation, on sent déjà que c'est de la propagande du régime. Et lorsque même il y a des déplacés de guerre, mais on les présente comme les déplacés de guerre du M23 ou de l'AFC M23. Alors que lorsqu'on parle d'une guerre, on parle de deux camps qui se battent. Je ne crois pas qu'il y ait des armes d'un seul camp qui peuvent faire peur à la population et les armes de l'autre camp ne font pas peur à la population. C'est aussi ça, la manipulation. Et que l'on dise que ces personnes sont déplacées à cause de la guerre du M23 ou parce qu'ils ont peur du M23, alors que chacun de nous ici, si une balle tire dans cette salle ou même à l'extérieur de la salle, nous tous nous allons fuir. On ne fera pas la différence entre la balle tirée par les FARDC et la balle tirée par un de nos soldats ou la balle tirée par un voleur. On ne dira pas que c'est parce que c'est une balle tirée par les rebelles que ça fait fuir la population, mais celles tirées par les FARDC ne font pas fuir la population. En fait, c'est tout ça là, la manipulation. Donc, notre ami Mahamba, si vous avez des faits où vous connaissez des personnes civiles qui sont mortes, la commission est encore ici, veuillez déposer ici. Et nous allons enquêter là-dessus, nous vous donnerons nos conclusions plus tard. Alors, Touvé dit, dialogue de Doha, est-ce que vous allez poser la condition de l'arrestation de M. Tshisekedi et de sa traduction en justice pour des faits qui sont portés contre son régime? Écoutez, nous ne voulons pas bloquer le processus de paix. Nous sommes pour la paix et nous savons que le temps de la justice viendra, où chacun de nous répondra de ses faits. Mais nous privilégions la paix pour le moment. Que nous puissions trouver un accord avec Kinshasa qui préserve les vies humaines et qui préserve également les dommages collatéraux en termes d'infrastructures et autres. Nous ne poserons pas cela comme condition à Doha. Mais nous aimerions qu'à un certain moment, lorsque le temps de la justice viendra, que M. Tshisekedi soit tenu responsable des faits qu'il aura commis. Et de ce fait, si c'est nous qui prenons le pouvoir demain,
je vous assure, nous traduirons M. Tshisekedi en justice. Parce qu'il a armé des civils, autant de civils dans différentes villes de Goma, enfin de l'est du pays, dont Goma, Bukavu et ailleurs. Vous avez vu les photos des enfants qui portent la tenue des FARDC et qui sont armés et qui sont prêts à tirer sur des soldats professionnels qui ont été formés, bien formés, alors que les enfants n'ont jamais appris le maniement des armes et qu'on leur donne une arme pour que ça, et qu'on leur fait porter une tenue militaire pour que ce soit eux qui défendent la ville, ça c'est un crime. Lorsqu'on recrute des jeunes gens au sein de l'armée, on leur dit qu'ils deviennent des forces réservistes de l'armée régulière, on les amène dans un centre de formation, ils font quelques semaines là-bas, après quand ils viennent sur les champs de bataille, ils ne savent même pas armer leurs armes et ils doivent se référer à des civils pour leur montrer comment on tire. Ça, c'est des témoignages que nous retenons. Je crois que M. Simissi, qui était notre, à un certain moment, représentant ou chef de poste, chef de cité de Kirumba, en a les témoignages parce que lui, il était Mouzalène à l'époque. Il était le patron des Bazalènes. Et les FARDC sont venus fraîchement du centre de formation et on les a envoyés sur la ligne de front. Et ces FARDC-là, dont des jeunes gens, à flair d'âge, sont allés le voir en lui disant, écoutez, montrez-nous comment on tire. Et lui, il leur a posé la question, vous venez du centre de formation. Comment se fait-il que vous ne savez pas tirer? Et les gens, les familles militaires ont dit, écoutez, on ne nous a pas appris à tirer. Et on les déploie comme ça sur les champs de bataille pour servir des chairs à canon. Vous vous imaginez, face à une armée aussi aguerrie comme l'armée révolutionnaire congolaise. Troisième fait, parce que vous voulez les faits pour lesquels M. Tshisekedi doit répondre. La bataille de Bouiza, Kichanga, ils amènent des forces spéciales qui présentent comme des forces spéciales venues fraîchement de la formation en Israël. On les fait porter des casques, également des gilets pare-balles, et on les déploie sur la ligne de front. Et lorsqu'un militaire sait qu'il est porteur de casques et de gilets pare-balles, eh bien, il sait qu'il est protégé, il prend beaucoup de risques. Après, lorsqu'il est face à nos soldats, une balle est tirée et ça trouve le casque, ça entre dans la tête. Ça trouve le gilet pare-balles, ça entre dans le corps. Et lorsque nos soldats se retrouvent devant des cadavres, eh bien, ils essaient de voir un peu pourquoi ce soldat est mort alors qu'on lui a tiré sur l'antiballe. Et ils trouvent que l'antiballe est en plastique. Et tout ça parce qu'il y a des officiers autour de M. Tshisekedi qui doivent se faire de l'argent. Ils envoient notre jeunesse à la mort. Je pense que ces gens le font. M. Tshisekedi doit répondre. Et nous, je peux vous rassurer, si nous prenons le pouvoir, nous ferons répondre M. Tshisekedi de ces gens de fait. Lorsque les soldats qui combattent pour vous, contre nous, qui présentent comme des Rwandais, des Tutsis envahisseurs de la RDC, les Tutsis qui combattent contre nous, qui sont dans votre camp, et qui viennent de la ligne de front, vous les récupérez, vous les livrez à la vindicte populaire, ici dans la ville de Goma. On a vécu ça. Je n'ai pas été ici, j'ai vu les images.
Les journalistes ont été ici, ils ont diffusé les images. Des soldats Tutsis qui ont été livrés par leurs collègues à la vindicte populaire, brûlés, et leur corps mangé. Ça ne s'est pas passé seulement ici, ça s'est passé également au Vira, ça s'est passé également à Kindu, et ça s'est passé à Kinshasa. Avez-vous vu la communauté internationale fortement présente en RDC condamner cela? Non. Tshisekedi, c'est le bébé qu'on doit babysitting, on doit babysitter, parce qu'il détient l'or, le diamant, la cassiterite, le cobalt, ainsi de suite, que tout le monde raffole. Et on lui donne le permis de tuer qui il veut. Et personne ne le condamne. Nous nous disons non. Viendra le temps où ce monsieur va répondre de ses actes. Paulin Aganzé pose la question de savoir quelles allégations le mouvement reconnaît. Écoutez, vous avez vu les analyses que nous avons faites ici. Si vous avez des allégations que vous nous opposez, en nous opposant également les preuves, nous allons les accepter. Nous avons dit tantôt que pour nous, les allégations ne nous effrayent pas, mais elles nous aident à nous mirer. Nous avons mis du temps pour vérifier tout ça, parce que nous voulions être sérieux. Lorsque vous regardez le moment où ces allégations ont été formulées, et le moment où nous venons rendre public ce rapport, il s'est passé autant de mois. Parce que nous voulions être sérieux dans l'enquête. Nous voulions nous mirer nous-mêmes, vérifier s'il y a quelque part où nous avons également été fautifs. Il est vrai que lorsque nous avons pris le contrôle de la ville de Goma, les amis, et ça se passe très souvent dans plusieurs mouvements de révolution, lorsqu'ils libèrent une entité, il peut y avoir des cas de dérapage. Nous avons reconnu ici qu'il y a des véhicules de particuliers qui ont été pris, mais que nous avons sanctionnés, et en plus, des véhicules sont en train d'être restitués. Nous l'avons dit et nous l'avons reconnu. Et ça ne se passe pas seulement avec nous, mais ça se passe souvent avec d'autres mouvements révolutionnaires lorsqu'ils prennent possession d'une entité. À Bukavu, par exemple. À Bukavu, vous connaissez comment cette ville est construite. Les gens construisent des maisons sans parking. Alors chacun garde son véhicule dans le parking de l'État. Et lorsque nous sommes arrivés à Bukavu, nous sommes allés chercher les véhicules de l'État dans le parking de l'État. Et nous avons trouvé plusieurs véhicules là-bas qui ont été confondus aux véhicules de l'État. Nous les avons récupérés en croyant que c'était au fait le charroi automobile de l'État, parce que c'était dans un parking de l'État. Et il y a eu des réclamations, et nous faisions en sorte que celui qui vient avec un document qui prouve la propriété du véhicule, on le restitue. Mais malheureusement, on a constaté un fait, c'est que la plupart de ceux qui ont des véhicules à Bukavu ne détiennent pas les documents. En fait, ça fait partie également du désordre que le régime de Kinshasa avait entretenu dans notre pays, où des gens sont propriétaires de véhicules, mais sans documents. Ou bien ils ont des documents, mais qui portent d'autres noms. La mutation, peut-être, après l'achat n'aura pas été faite, eh bien, les véhicules restent toujours au nom de quelqu'un d'autre. Il y a d'autres qui se sont attribués les véhicules de l'État, évidemment de manière peut-être régulière ou pas régulière, mais que les papiers ne prouvent pas. Donc, c'est des cas devant lesquels nous nous sommes retrouvés, et donc on a eu difficile à identifier les propriétaires. Il y en a également certains cas ici, j'ai vu
Monsieur le vice-gouverneur chargé de l'administration du Nord Kivu présentait également des tels cas devant les médias où ceux qui se disaient propriétaires ne détenaient aucun document qui prouvait la propriété. Mais en fin de compte, avec la présence et la revendication de la demande, nous avons fini toujours par restituer le véhicule. Donc il y a de tels cas qui sont là, que nous reconnaissons et que nous gérons de la manière la plus responsable pour que les propriétaires puissent rentrer dans leurs droits. Je me suis impliqué personnellement dans ça et j'ai eu beaucoup de citoyens de Goma qui m'ont appelé et chaque fois je leur demandais, écoutez-moi, aidez-moi à identifier vos véhicules, et lorsqu'ils nous aidaient à identifier, on les restitue sans problème. De tels cas, nous les avons reconnus et nous les reconnaissons encore aujourd'hui. Mais si vous avez des allégations que nous n'avons pas reconnues et que vous estimez qui sont probantes, qui ont des preuves, qui sont relevantes et qui ont des preuves qui sont relevantes, écoutez, venez nous les présenter, et bien nous allons tout simplement décliner notre responsabilité et nous prendrons des sanctions s'il y a des personnes au sein de l'organisation qui se seraient rendues coupables de ce genre de cas. Merci. Merci bien. Nous estimons qu'il y a, vu l'urgence et considérant la nécessité de pouvoir